Le sol maculé d'huile du garage chez Robert était une patinoire traîtresse, un mélange glissant d'eau de pluie infiltrée et de graisse de moteur accumulée depuis des années, lorsque le pont élévateur hydraulique céda et manqua de broyer la main de Léo Dubois. La structure métallique s'abattit dans un grondement furieux, un hurlement de métal torturé qui le rata de quelques centimètres à peine. L'impact fut si violent qu'il fit trembler le sol en béton sous ses bottes de sécurité usées. 1 centimètre de plus, un simple souffle de malchance supplémentaire, et son bras gauche aurait été pulvérisé en plus de fragments que son compte en banque ne contenait d'euros. Putain! Halta-t-il, reculant d'un bond, le cœur martelant sa poitrine comme un marteau-piqueur. Il resta là, figé, un chiffon souillé de cambouis à la main, son souffle formant des nuages de buée dans l'air froid de la campagne provençale. La vieille Renault 4 litres sur le pont gémit, vacillant sur ses supports comme si elle avait conscience d'avoir frôlé la catastrophe, d'avoir failli anéantir le dernier mécanicien encore en activité dans le canton. Une voix résonna depuis l'embrasure de la porte du garage. « Ça va, Dubois ?» C'était Philippe, le propriétaire de l'atelier. « Ouais, » marmonna Léo. « Juste un autre lundi. » En réalité, c'était jeudi, mais dans la vie de Léo Dubois, chaque jour avait le goût après la couleur grise d'un lundi. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il les essuyait. Ce n'était pas la peur, c'était l'épuisement, un mal chronique qui s'était infiltré dans ses os. Il était 6h15 du matin. Il avait déjà travaillé 6 heures au garage. Avant cela, il avait terminé tard son service dans un bistrot de village, à débarrasser des tables collantes de vin et de restes de repas. Dormir n'était plus une activité à laquelle il s'adonnait beaucoup. Il attrapait des fragments de repos entre ses services, comme un homme essayant de capturer des lucioles avec un filet percé. Dehors, la pluie tombait en nappe lente et continue, transformant le parking fissuré en un miroir déformé où se reflétaient les phares des rares voitures, les néons fatigués des enseignes et un ciel couleur d'ardoise. Quelque part à l'intérieur de sa poche, son téléphone vibra. Il ne le sortit pas. Il n'en avait pas besoin. Il savait exactement de qui il s'agissait. Rappel de loyer, 3 jours de retard. Facture d'eau, dernier avis. Compte en banque, 47,12 €. Le seul message qu'il n'avait pas encore vu était tout en bas. Un texto de Lucas, son fils de 13 ans. « Papa, Tom a pris les dernières céréales. Chloé pleure encore. On peut avoir des crêpes ce soir? Et aussi, ma prof m'a demandé pourquoi je n'arrête pas de m'endormir en classe. » Il le lut 2 fois. Non pas parce qu'il n'avait pas compris, mais parce qu'il avait trop bien compris. La pluie s'éclaircit, devenant un fin crachin. Il pouvait voir son reflet dans la vitre sale du garage. La quarantaine à peine entamée, mais son visage semblait porter 10 ans de plus. Trop de nuits de travail. Trop de lettres de refus de prêt. Trop de regards de pitié après la mort de Valérie. Il posa sa main sur le capot de la 4 litres, cherchant un appui pour se stabiliser. Pourquoi survivre devait-il ressembler à ce point à se briser? Le soleil perça à travers les nuages au moment où il quittait l'atelier et montait dans sa vieille Citroën 2CV qui tout sautait comme si elle souffrait d'une bronchite et d'arthrite simultanée. Il jeta son sac à outils à l'arrière, à côté de rehausseurs et de sacs à dos dépareillés. Il resta assis un instant, moteur éteint, à simplement écouter la pluie tambouriner sur le toit en toile. Puis il le dit à voix haute, à personne ou peut-être à Dieu, ou peut-être à Valérie. « Tu n'as jamais l'impression que le monde attend juste que tu abandonnes ?» Aucune réponse. Juste le bruit d'un essuie-glace mal fixé qui crissait contre le pare-brise. Il démarra le moteur. Leur petite maison louée était fatiguée, elle aussi. 2 chambres pour y entasser 4 enfants, des lits superposés, des piles de vêtements de seconde main et des paniers à linge parce qu'il n'y avait pas assez de tiroirs. Des factures dans un tiroir que Léo n'aimait pas ouvrir. Une photo de Valérie sur le frigo. À l'intérieur, le chaos était déjà réveillé. Tom, 8 ans, était en train de remonter un grille-pain cassé avec des Legos. Chloé, 5 ans, pleurait parce que ses céréales flottaient trop. Manon, 11 ans, tressait les cheveux de Chloé comme si elle avait fait ça toute sa vie. Et Lucas, son aîné, faisait la vaisselle, portant un t-shirt de 2 tailles trop petit, s'efforçant trop d'être un adulte. « Salut », dit Lucas sans se retourner. « On n'a plus de lenny de papier toilette. Et Internet a encore été coupé. » Léo hocha la tête lentement, engourdi. « D'accord, je vais m'en occuper. »
Chloé grimpa sur ses genoux sans demander, sa tête reposant contre sa poitrine, le pouce dans la bouche. Elle se fichait des factures, des ponts élévateurs cassés ou des loyers en retard. Elle savait juste que papa ressemblait à une pluie battante. Il la serra contre lui, respirant simplement. Il pensa à sa vie. Un homme avec 3 emplois, cachant des factures impayées dans sa boîte à gants, racontant à ses enfants qu'il faisait une soirée, camping d'intérieur, lorsque l'électricité était coupée. Était-ce de la survie ou une lente noyade? Papa? Dit Lucas, s'essuyant les mains sur un torchon. Tu as du courrier. Ça a l'air important. Léo baissa les yeux. Une enveloppe épaisse, papier lourd de couleur crème. Adresse de l'expéditeur, Maître Dupont et associé, avocat à Sainte-Agnès, Massif Central. Il fronça les sourcils. Il n'avait jamais entendu parler d'eux. À l'intérieur, une seule page dactylographiée. Cher Monsieur Léo Dubois, nous avons le regret de vous informer du décès de Monsieur Pierre Moreau, votre grand-oncle, qui vous a désigné comme unique héritier de sa succession, l'hôtel et la Marjolaine, situés dans le Massif Central. Veuillez nous contacter dans les 14 jours pour organiser le transfert de propriété. Il cligna des yeux, relut la lettre encore et encore. Puis Lucas leva les yeux et dit, « On a un grand-oncle » Léo n'avait pas de réponse. Il avait à peine des mots, seulement des questions. Pourquoi lui? Était-ce réel? Quel genre d'hôtel était-ce? Une sorte de vieille grange au milieu des bois? Tenait-il seulement encore debout? Mais une pensée tourbillonnait plus fort que toutes les autres. Pourquoi quelqu'un que je n'ai jamais rencontré me laisserait-il quoi que ce soit? Il leva les yeux. Pour la première fois depuis très, très longtemps, il ne se sentait pas fatigué. Il ressentait autre chose. Quelque chose comme de la curiosité, de la peur, de l'espoir. Les enfants attendaient qu'il dise quelque chose. Finalement, il expira. On va dans le Massif Central. La route se rétrécissait en grimpant, serpentant dans les montagnes du Massif Central comme un ruban noué à travers la brume et les arbres. Des pins immenses bordaient les deux côtés de la route à 2 voies, leurs cimes perdues dans des nuages bas. Le monospace familial Dubois grognait en montant la pente, ses roues mâchant le gravier, ses amortisseurs grinçant à chaque nid de poule. À l'intérieur, les enfants oscillaient entre l'émerveillement et l'impatience. « On est bientôt arrivé ?» demanda Tom pour la 6e fois, le front collé à la vitre. « Non » dit sèchement Manon, tournant une page de son livre de bibliothèque usé. « Tu as demandé il y a 6 minutes, et on était à 40 minutes à ce moment-là. » Je voulais dire, Jean, émotionnellement plus proche, ricana Lucas depuis le siège passager. Ça n'a même aucun sens, frérot. Tom haussa les épaules. Le fait que papa possède un hôtel hanté non plus. Dans le rétroviseur, Léo esquissa un sourire. Je ne possède encore rien, mon grand. On va juste jeter un œil. C'est tout. C'est ce que les gens disent juste avant d'emménager dans des endroits maudits, dit Tom. Sérieux. Je l'ai vu dans un film. Léo ne répondit pas. Il garda les yeux sur la route, les mains fermes sur le volant. La pensée lui avait traversé l'esprit, à lui aussi. Pas la partie hantée, mais la partie maudite, car rien de bon ne vous tombait jamais dans les bras sans contrepartie. Pas dans sa vie. Cela faisait 2 jours depuis la lettre. 2 jours à expliquer aux enfants qu'ils manqueraient l'école pendant quelques jours. 2 jours à faire appel à toutes les faveurs qu'il pouvait pour emprunter de l'argent pour l'essence. 2 jours à douter de lui-même chaque fois qu'il regardait la page froissée de Maître Dupont et associés. Mais les voilà, au milieu de nulle part, à la poursuite du fantôme d'un homme qu'il n'avait jamais rencontré. Un homme qui, pour une raison quelconque, lui avait légué un hôtel. Le panneau apparut soudain à travers le brouillard. Peint à la main, en bois, délavé, bienvenue à Sainte-Agnès. Population 319. Manon le lut à voix haute et donna son verdict, ça a l'air vivant. C'est probablement mignon, suggéra Lucas. Comme ces villes touristiques avec des fêtes de la pomme et des lumières de Noël en octobre. Ils atteignirent l'entrée de la ville et passèrent devant une épicerie de village avec une seule vitrine poussiéreuse. Puis un ancien bistrot fermé, une station-service avec 2 pompes en état de marche et un panneau, fermé. Pas de lumière de Noël, pas de fête, pas de gens. Juste l'immobilité et la décomposition. Manon se pencha en avant, pressant son nez contre la vitre.
Peut-être que les fantômes ici sont plus amicaux que ceux qu'on a laissés derrière nous. Léo la regarda. Son ton n'était pas moqueur, et elle ne le regardait pas, juste la route, silencieuse et pensive, d'une manière qui lui rappelait trop sa mère. Peut-être, dit-il doucement. La route à la sortie de la ville virait brusquement à droite, puis grimpait à nouveau. Le gravier se transforma en terre battue. Les arbres s'épaissirent, la canopée avalant la lumière du soleil jusqu'à ce que tout ne soit plus qu'un tunnel verdâtre et ombragé. Le GPS était mort depuis une demi-heure. Maintenant, il ne restait que les panneaux routiers, vieux, rouillés et à moitié recouverts de mousse. C'est même réel, ça? Marmonna Lucas. Ou on est dans un film d'horreur? Tais-toi, chuchota Manon, les yeux écarquillés. Ne dis pas ça quand on ne peut pas faire demi-tour. Mais alors, sans avertissement, les arbres s'écartèrent. Et là, c'était l'hôtel et la Marjolaine. Ils se tenaient dans une clairière creuse au bout de la route, comme quelque chose qui avait poussé de la montagne elle-même. 3 étages de haut avec une véranda qui s'affaissait par endroits. La peinture s'écaillait comme une peau brûlée par le soleil. Les fenêtres étaient sombres et fissurées. Des lianes grimpaient sur les murs et s'emmêlaient le long des pignons. La tour avant avait perdu sa girouette. Le toit s'affaissait comme les épaules d'un vieil homme. Chloé laissa échapper un « Waouh » silencieux depuis la banquette arrière. Personne d'autre ne dit rien. Pas pendant un long moment. Puis Lucas dit ce qu'ils pensaient tous. On ne peut pas vivre ici. On ne va pas vivre ici, dit Léo. On ne fait que regarder. Mais même en le disant, il n'y croyait pas. Il mit la voiture au point mort. Le monospace siffla et cliqueta comme s'il était reconnaissant de s'arrêter. Ils sortirent un par un, bottes et baskets crissant sur le gravier, puis les mauvaises herbes. L'air sentait la mousse, la pluie et le vieux bois. Le seul son était le vent qui se faufilait entre les arbres. Tom donna un coup de pied dans une pomme de pin. On dirait un monstre. On dirait un souvenir, dit Manon, sa voix de nouveau lointaine. Léo ne répondit pas. Il s'avança lentement vers la véranda. Chaque pas rendait la façade de la maison plus haute, plus lourde, plus réelle, du genre de réel qui vous oppresse la poitrine. Les marches de l'entrée gémirent sous son poids. Chloé lui serra la main très fort. La porte était en chêne foncé avec des panneaux de vitrail brisés et rafistolés. Il attrapa la poignée, s'attendant à moitié à ce qu'elle lui reste dans la main. Ce ne fut pas le cas. Elle tourna. La porte s'ouvrit en grinçant, avec un son semblable à un soupir. À l'intérieur, poussière, silence. Des ombres s'étiraient longuement sur les parquets. Un lustre pendait du plafond du hall, une seule ampoule vacillant faiblement par quelque miracle d'un câblage oublié. Du papier peint délavé se décollait en longues boucles. Des toiles d'araignée reliaient chaque coin. Un escalier s'enroulait vers le haut, majestueux et délabré. Je crois que la famille Adams a vécu ici, murmura Tom. Manon eut un sourire en coin. On aurait dû apporter de l'ail. Ça, c'est pour les vampires, dit Lucas. Pas pour les fantômes. D'accord, alors. Qu'est-ce que les fantômes détestent? Les impôts? Marmonna Léo. Les enfants rirent, un peu trop fort. Ils se déplacèrent prudemment au premier étage, ce qui avait été le hall, la salle à manger, un grand salon avec des meubles drapés de drap. Manon jeta un coup d'œil sous l'un d'eux et trouva un fauteuil en velours encore intact. Lucas montra le comptoir de la réception. C'est quoi ça? Derrière le comptoir, une clé en laiton était suspendue à un crochet, poussiéreuse, étiquetée, suite 7. Les doigts de Léo se refermèrent dessus. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Il se tourna vers les enfants. Allons voir ce qu'on a. Ils montèrent les escaliers. Les planches craquèrent mais tinrent bon. Le deuxième étage s'étendait en un long couloir bordé de portes. Léo trouva la suite 7 au bout, plus grande que les autres avec sa propre imposte. Il déverrouilla la porte. Elle s'ouvrit facilement. À l'intérieur, un salon, une chambre, une salle de bain avec une baignoire sur pied. Les meubles étaient toujours recouverts de draps, mais la poussière ici était plus fine. Quelqu'un s'en était occupé, ou avait prévu de le faire. Sur le bureau, une enveloppe jaunie, adressée à Léo Dubois. Il l'ouvrit. Cher Léo, si vous lisez ceci, alors j'avais raison.
vous êtes venu. Je sais que vous avez des questions. Je sais que vous êtes fatigué. Mais j'espère profondément que vous verrez ceci non pas comme un fardeau, mais comme une porte. La Marjolaine est plus que ce qu'elle paraît. Tout comme vous. Nous ne choisissons pas notre douleur, mais nous choisissons ce que nous en faisons. Bienvenue à la maison, Pierre Moreau. Léo fixa la lettre jusqu'à ce que les mots se brouillent. Puis Chloé tira sur sa manche. Papa, on reste ici? Léo expira lentement. L'air sentait le vieux cèdre et les livres imprégnés de pluie. Je ne sais pas, dit-il. Mais quelque chose au fond de lui s'agita. Parce que la vérité, c'est qu'il en avait envie, même si cela n'avait aucun sens, même si c'était probablement insensé, même s'il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Il regarda par la fenêtre fissurée, vers les arbres, et la vit de nouveau. La même brume s'enroulant bas sur le sol, comme une respiration. Quelque chose dans cet endroit n'était pas terminé. Et lui non plus. Au bout du couloir, invisible, une porte grinça en s'ouvrant. Demain, il commencerait à explorer, et le passé commencerait à se réveiller. Le soleil perça la brume des montagnes comme une promesse à laquelle personne ne faisait confiance. Une lumière mince filtrait à travers les vitres fissurées de la suite 7, illuminant la poussière entraînée dorée. La pièce sentait le vieux bois, le moisi lointain et quelque chose de plus ancien, comme des histoires scellées derrière le papier peint. Léo Dubois était assis sur le bord du lit, pieds nus sur le plancher froid, relisant la lettre pour la 4e fois. Les mots de Pierre Moreau persistaient dans sa tête. Nous ne choisissons pas notre douleur, mais nous choisissons ce que nous en faisons. Il ne connaissait pas l'homme, mais d'une manière ou d'une autre, les mots semblaient personnels. On frappa à la porte. Lucas passa la tête, toujours dans le sweat à capuche de la veille, les cheveux en désordre après une nuit de sommeil. « Ça va ?» Léo leva les yeux, pliant la lettre. « Ouais. Vous êtes réveillé ?» Chloé essaie de se brosser les dents avec du désinfectant pour les mains. Tom cherche des fantômes. Manon réorganise les livres du hall par couleur, ce qui, selon elle, est un mécanisme d'adaptation. Léo eut un petit rire sec. Ça a l'air sain. Lucas entra. Et maintenant? Léo regarda de nouveau autour de la pièce. Il remarqua pour la première fois que la poussière ici était minime par rapport au reste de l'hôtel. Des meubles recouverts de draps blancs propres. Aucun signe d'intrusion. La pièce avait été entretenue, peut-être pas récemment, mais avec intention. Quelqu'un avait gardé cette chambre prête. Il se leva, étirant son dos. On va découvrir pourquoi il nous a laissé ça. En bas, les enfants étaient déjà dispersés. Manon triait effectivement des livres, des titres comme « Le registre du Massif central 1912 » et « Richesse minérale de la région volume 2 ». Tom avait noué une ceinture autour de sa tête comme un bandeau de chasseur de fantômes et piqué une bouche d'aération avec une fourchette en plastique. Chloé se promenait avec une lampe de poche 3 fois plus grande qu'elle. Lucas marchait derrière le comptoir de la réception, fouillant dans les tiroirs. « Et, papa ?» Léo le rejoignit, se penchant. « Regarde ça, » dit Lucas, sortant un mince tiroir en bois doublé de feutre. Une petite clé en laiton reposait seule dans un coin, scintillant faiblement. Il n'y avait pas d'étiquette, mais à côté se trouvait un bout de papier, encre passée, bord recourbé. Dessus, de la même écriture que la lettre à l'étage, suite 7. Commencez ici. Léo prit la clé. Elle semblait chaude, comme si elle avait attendu. Ils retournèrent dans la chambre. Les enfants suivirent, la curiosité bourdonnant autour d'eux. Léo inséra la clé dans le tiroir du bureau sous la coiffeuse. La serrure cliqua avec une douce finalité. À l'intérieur se trouvait une plus petite enveloppe. Cette fois, pas de nom. Juste une seule ligne griffonnée sur le devant. La vérité est enterrée avec le feu. Trouvez la fumée. Il la lut à voix haute. C'est comme un poème? Demanda Tom, mâchant un bonbon gélifié qu'il avait trouvé on ne sait où. Manon se pencha plus près. Non, c'est un indice. Léo regarda de nouveau la clé, puis la pièce. Tout était intact, sauf une chose. Le tableau au-dessus de la cheminée manquait. Le contour de poussière était clair. Quelqu'un l'avait enlevé. Récemment. Lucas, dit Léo, prends une lampe de poche.
Ils fouillèrent minutieusement la suite 7. Placard, tiroir, derrière le miroir de la salle de bain. Puis Manon montra l'armoire. Ça ne s'aligne pas avec les lattes du plancher. Regarde. Léo passa sa main le long de l'intérieur. Au fond, il y avait une jointure, un contour faible dans le bois, un faux panneau. Cela prit 2 minutes et un couteau de poche, mais le panneau céda avec un bruit sec. Derrière, une pile de coupures de journaux jaunis et une enveloppe Kraft scellée. Sur le devant, incendie de la Marjolaine 1973. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des photos en noir et blanc, floues et tachées, l'hôtel en flammes, des camions de pompiers garés le long de la route, la fumée s'élevant dans la nuit. Et une liste, les noms des clients qui s'étaient enregistrés la nuit de l'incendie. La plupart étaient barrés, mais 2 noms ne l'étaient pas. Pierre Moreau. Monique Leroy. Qui est Monique? Demanda Manon. Léo ne répondit pas tout de suite. Il retourna le papier. Au dos se trouvait une note griffonnée, Monique sait. Elle est restée quand les autres ont fui. Il se rassit sur ses talons. D'accord, dit-il. Je pense qu'il faut qu'on trouve cette femme. Peut-être qu'elle est morte, dit Tom sans détour. Peut-être, répondit Léo. Mais peut-être que non. Lucas brandit l'une des coupures de presse. Cet article dit qu'elle était la chef cuisinière, qu'elle vivait à Sainte-Agnès. On pourrait demander autour de nous. Léo regarda vers la fenêtre. Le brouillard commençait à se lever. Très bien, dit-il. Allons en ville. Voyons qui se souvient. Sainte-Agnès semblait plus vivante en fin de matinée, mais à peine. Quelques habitants du coin étaient appuyés contre les balustrades de la véranda de l'épicerie. Un camion passa avec des bottes de foin à l'arrière. La ville avait une immobilité qui n'était pas paisible, mais plutôt comme si tout le monde retenait son souffle. Ils se garèrent près de la poste, où un vieil homme sur une chaise à bascule leva les yeux à leur approche. « Je peux vous aider » demanda-t-il, plissant les yeux sous une casquette délavée. « Nous cherchons quelqu'un, dit Léo. Elle s'appelle Monique Leroy. Elle travaillait à la Marjolaine. » L'homme cligna des yeux 1 fois, 2 fois, puis se pencha lentement en avant. « Vous venez de cet endroit » demanda-t-il. Léo hocha la tête. L'homme l'étudia longuement. Puis il montra la route du doigt. Dernière maison avant le ruisseau. Façade jaune, clôture blanche. Elle n'ouvre pas souvent la porte, mais elle est toujours là. Merci, dit Léo. L'homme ne répondit pas. Ils conduisirent jusqu'à la sortie de la ville. La maison jaune se tenait tranquillement sous un saule. La balançoire du porche était immobile, bien qu'il n'y ait pas de vent. Un coq en céramique gardait la boîte aux lettres. Léo frappa. Pas de réponse. Il frappa à nouveau. Des pas grincèrent à l'intérieur. Puis le silence. Finalement, la porte s'entr'ouvrit. Une femme d'environ 70 ans jeta un coup d'œil. Cheveux gris acier, pommettes saillantes, des yeux comme des billes de verre. « Je ne parle pas aux journalistes, dit-elle sèchement. « Je n'en suis pas un, répondit Léo. Je suis le petit-neveu de Pierre. » Elle le fixa. Quelque chose changea dans son expression. Elle ouvrit la porte d'1 centimètre de plus. « Vous êtes venu, murmura-t-elle. Après tout ce temps, quelqu'un est enfin venu. Léo brandit le dossier. Il a laissé ça, et votre nom. Monique recula et ouvrit grand la porte. Eh bien, dit-elle, alors je suppose qu'il est temps que quelqu'un vous dise ce qui s'est vraiment passé dans cet hôtel. Léo jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à Lucas, qui fit un petit signe de tête. Il entra. De retour à l'hôtel, invisible de la route, quelque chose s'agita. Un rideau bougea dans la suite 7, bien qu'aucune fenêtre ne soit ouverte. En bas, dans le hall, sous le plancher, un craquement se fit entendre, comme quelque chose qui se déplace sous un poids, ou qui se réveille. Demain, les secrets commenceraient à faire surface. Parce que le passé n'était pas mort dans cet incendie. Il avait attendu. Le silence dans le salon de Monique Leroy était épais, pas vide. C'était le genre de silence qui grandit entre de vieux murs, vieillis par la mémoire, pas par le temps. Le seul son provenait du tic-tac régulier d'une horloge de parquet près de la porte,
son balancier oscillant comme un battement de cœur fatigué. Monique était assise en face de Léo dans un fauteuil délavé, les mains jointes sur ses genoux, ses yeux le scrutant comme un détective dans un trench coat usé. Sa maison était encombrée, mais propre, des livres, des plaids tricotés, une vague odeur de citron et de naphtaline. « Ça fait 20 ans que je n'ai pas prononcé ce nom à voix haute », commença-t-elle, la voix basse, presque un grognement. La Marjolaine. Léo se pencha en avant. « Vous étiez là cette nuit-là. » L'incendie. « J'y étais, dit-elle. Et je suis restée quand les autres ont fui parce que je savais ce qu'ils essayaient de cacher. » Elle attrapa à côté d'elle un album photo usé. À l'intérieur, des photos en noir et blanc de l'hôtel à son apogée, personnel en uniformes impeccables, clients riant sous des lustres. Puis, vers la fin, des bords brûlés, des clichés tachés de fumée des décombres. « Ce n'était pas un accident, dit-elle en tapotant la dernière photo. L'incendie. Tout le monde a supposé que c'était un vieux câblage ou la cuisinière, mais c'était intentionnel. Quelqu'un voulait effacer quelque chose, ou quelqu'un. Léo déglutit. Pierre? Non, dit Monique. Pierre était la cible, mais il a survécu, de justesse. Elle se leva lentement, ses os craquant en signe de protestation, et traversa la pièce. D'un tiroir, elle sortit une enveloppe scellée et la tendit à Léo. Il m'a donné ça une semaine avant l'incendie, m'a dit que si quelque chose arrivait, je devais le garder en sécurité. Il pensait que quelqu'un dans la famille préparait quelque chose. Léo ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des schémas de l'hôtel, les plans originaux, mais quelque chose se démarquait. Il y avait un ajout dessiné à la main, une pièce sous les fondations. Pas d'étiquette, juste un contour faible et un seul mot, chambre forte. Je n'ai jamais vu cette pièce, dit Léo. Et nous avons parcouru presque tous les étages. C'est parce qu'elle n'est sur aucun des plans modernes, répondit Monique. Elle est plus ancienne, originale de la première structure. Pierre croyait que quelque chose était caché là-dessous. Quelque chose lié à l'héritage de la famille Moreau. Il ne l'a jamais trouvé. Mais peut-être que vous le pouvez. Léo plia les papiers et les glissa dans sa veste. Monique, dit-il, ses yeux cherchant les siens. Pourquoi moi? Pourquoi laisserait-il cet endroit à quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré? Elle le regarda un